Ouais, bonjour, je suis ravi ce matin de recevoir, d'accueillir Grégory Sacré alias Gokaiju, que certains doivent certainement connaître, surtout les collectionneurs, et notamment les collectionneurs de films asiatiques. On va parler un peu des éditeurs avec lesquels tu travailles. Moi, je t'ai découvert via ton travail pour Spectrum Film, sur du film asiatique, donc. Et voilà, j'étais très curieux, voilà, de pouvoir te rencontrer, de pouvoir échanger avec toi, parce que le but de ces interviews qui ont été lancées, voilà, sur le site des VDFR, c'est vraiment de partir à la rencontre des professionnels, de ceux qui font exister ce produit physique, cette vidéo physique. Et on a peut-être tendance un peu à l'oublier, mais enfin, le premier contact qu'on a avec ces fameux produits, c'est vraiment le packaging et le visuel, dont certains sont commandés, sont fabriqués, sont créés spécialement pour certaines Mhm. éditions par des artistes comme toi. Je vais te laisser te présenter et puis nous expliquer un peu, voilà, quel est ce pseudo ou cette marque. Je sais pas si c'est un pseudo ou cette marque de Gokaiju. C'est un pseudo. Déjà, merci beaucoup pour cette interview. Je suis très très content parce qu'en plus je suis des VDFR depuis de très nombreuses années. Donc voilà, c'est un plaisir. Alors Gokaiju, j'ai commencé à faire ça en 2013. C'est venu d'un défi d'un de mes amis. Comme moi, je fais toujours de la vidéo et du graphisme depuis 2000 ou 2002, mais du graphisme même encore avant. Et on visitait l'expo Kubrick. C'était en 2013 à la Cinémathèque. Et puis il me dit, ah bah comme tu fais du graphisme, tu fais des affiches de courts-métrages, parce que j'avais une association de courts-métrages. Il me dit, ça serait génial que tu fasses ta propre affiche de 2001. Et je fais, bah ok, vas-y, c'est un défi. Il me fait, bah ouais, c'est un défi. Et je te mets au défi de la faire en une semaine. Je fais, bah ok. Donc je fais une affiche alternative de 2001, mais en fait l'exercice me plaît tellement que j'enchaîne aussitôt avec l'affiche de Shining. Et je me dis, mais en fait cet exercice-là, il est génial parce que bah, déjà je travaille, ça me fait travailler, ça me fait évoluer sur un logiciel que j'apprécie. Et en plus, ça me fait toucher à des choses qui me parlent, que j'aime, le cinéma. J'aime en plus l'objet physique. Donc ça réunissait en fait plein de choses. Et je dis, bah en fait il faut que je continue. Donc je me suis poussé en fait pendant quelques années à faire une affiche par semaine quand je pouvais. Donc je demandais, je sais que j'allais sur Facebook, je demandais un jour à mes amis Facebook, bah, allez-y, proposez-moi des titres de films. Donc les gens me proposaient pendant une journée des titres de films, et puis à la fin de la journée, je m'arrêtais, et puis je regardais un peu ce qu'on m'avait proposé, puis je m'arrêtais sur un film, et je me laissais une semaine pour faire cette affiche. Et ça a été un peu un exercice en fait que je me suis lancé tout seul, mais avec mes activités à côté. Et puis après de nombreuses années, j'ai commencé aussi à vouloir faire des affiches que je voulais plus faire que d'autres et pas qu'on me guide. Donc j'ai arrêté de demander, j'ai continué à faire des affiches alternatives, donc beaucoup et à produire. Et puis à essayer aussi d'autres styles. Voilà, quand on regarde depuis 2013, j'ai l'impression que mon style il évolue. Des fois il y a des trucs que je peux plus voir. Et pour en venir aux éditions physiques, c'est fin 2019. Euh, j'ai reçu pratiquement au même moment en fait deux contacts. Un premier contact de l'éditeur anglais Third Window Film, donc Adam Mhm. Torrell, qui m'a contacté parce qu'il avait vu en fait, moi j'avais communiqué sur une affiche alternative de Love Exposure. Et je savais en fait que lui, il distribuait le film en Angleterre. Donc comme j'avais fait la fiche alternative, j'avais envoyé un message en fait à l'éditeur juste en mettant mon affiche alternative, sans but aucun. Mais comme j'avais adoré le film, hop, je communiquais. Et en fait, il a aimé l'affiche et il m'a recontacté plus tard pour me proposer une cover. Chose qui s'est pas faite. Donc j'étais effondré parce que je me dis c'est une porte d'entrée, mais en fait ça se fait pas. C'était pas à cause de moi, c'était parce que le film qui allait sortir, c'était une association entre lui et un éditeur allemand. Donc il y avait aussi l'éditeur allemand qui avait son mot à dire. Bah, peu de temps après, j'ai Antoine Guérin de Spectrum Film qui m'a contacté pour me proposer une autre cover de Full Alert.
Et il m'a dit, bah, si ça t'intéresse, nous on aime ton travail, donc si tu veux, on commence comme ça. Et en fait, bah, il a enchaîné sur deux autres covers. Puis Third Window est revenu et m'a dit, oh, on sort un coffret de Tsukamoto, est-ce que ça t'intéresse? Oui. Et après ça s'enchaîne. J'ai travaillé avec eux deux, mais j'en faisais vraiment très peu. Et puis il y a eu d'autres éditeurs qui sont venus se greffer après parce qu'ils ont vu bah, sûrement d'autres éditions, tu vois. Puis ça. Et alors, est-ce que tu peux nous expliquer ton parcours de designer, de graphiste, par quelle voie tu es passé? Est-ce que tu es complètement autodidacte? Est-ce que ça fait partie de ta formation initiale? Je suis complètement autodidacte. J'ai eu un PC vers 15 ans, fin des années 90, où j'avais un grand frère. Enfin, j'ai toujours. Faut que j'arrête de parler au passé. J'ai un grand frère qui est dessinateur, mais qui a travaillé pendant de nombreuses années en fait à Ubisoft. Et moi, je voulais faire du jeu vidéo en fait à la base. Donc, il m'avait ramené des logiciels sur mon premier PC pour me dire, bah allez, exerce-toi. Et dedans, il y avait Photoshop. En fait, et je me suis énormément plus amusé avec Photoshop qu'avec 3ds Max. Donc, j'ai commencé le graphisme comme ça, en faisant des retouches, des conneries. Donc, sur la version 4, voilà, j'ai commencé sur la version 4, ça date. Et en fait, j'ai continué à un peu plus faire du graphisme, mais après à dévier aussi sur la vidéo. Donc autodidacte complètement. Ma seule formation scolaire, ça a été de faire 2 ans en PAO, donc pour faire de la mise en page, donc apprendre aussi la typographie et tout ça. Je voulais pas du tout faire ça, mais j'ai été très mal orienté après le collège. Hmm. Au moins, j'ai appris les règles de typographie qui m'aident maintenant tous les jours, donc c'est très bien. Et donc, ce pseudo de Gokaiju, ce rapport au Japon, au film asiatique, ça te vient d'où? Alors, l'histoire d'amour du Japon, ça, c'est vraiment, ça débute quand je suis très petit et ça va jamais me quitter. Donc, ça commence par tu vois, les tokusatsu, donc les sentai. Ensuite, ça dévie sur les dessins animés. Donc, beaucoup ça quand j'étais petit. Je pense qu'on a tous aussi baigné dedans. Mais après, je découvre que en fait, il y a la musique, il y a le cinéma, et après, je pars au Japon pour la première fois en 2010, et c'est un coup de foot complet avec le pays, donc qui va au-delà de la pop culture, et où j'y suis retourné bah, maintenant 8 fois, et où je veux continuer à retourner autant de fois que possible. Et quand j'ai commencé à faire cette activité-là de Gokaiju, qui est vraiment ciblé sur faire des affiches alternatives et des covers. Parce qu'à côté, j'ai aussi d'autres travaux où je travaille plus en vidéo et en graphisme aussi, mais là, c'était vraiment dédié au cinéma et je voulais vraiment scinder les choses. Donc, je me suis pris un petit pseudo et comme un de mes amours, c'est le Kaiju Ega avec Godzilla, je voulais qu'il y ait un lien entre ce que j'aime et le cinéma et le Japon et que ça Hmm. regroupe un peu tout ça, quoi. Espèce de cri de ralliement, quoi. Go Kaiju. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu cet univers du fan art? Comment ça fonctionne? Quels sont les codes? Est-ce qu'on peut utiliser n'importe quel personnage, n'importe quel titre, n'importe quel symbole? Est-ce qu'il y a une législation? Est-ce que tu as déjà été contraint de planquer une œuvre, enfin d'effacer une œuvre de tes publications pour des questions de droit? Comment ça fonctionne cet univers? Est-ce que n'importe qui peut faire un poster d'un film Matrix, Le Seigneur des Anneaux, je ne sais quoi? On m'a souvent posé la question et j'en ai parlé avec d'autres qui font aussi la même chose que moi. Le constat, c'est que j'ai vraiment l'impression, donc depuis longtemps, hein, que les affiches alternatives, donc moi je dis affiches alternatives, mais fan art, ça rejoint aussi dedans. C'est vraiment un art qui est toléré par les studios. Hmm. Au final, tout ce qu'on fait, c'est contribuer à la promotion de ces mêmes films. Donc, quand ces mêmes studios utilisent ou viennent nous chercher pour ensuite, voilà, qu'on travaille sur des visuels ou sur même des fois sur des affiches officielles ou des affiches un peu B-side ou tout ça, bah, c'est que derrière, ils y trouvent aussi leur compte. Donc, je pense Hmm. que comme c'est toléré, et il y a de nombreux, moi j'ai pas de boutique en ligne, mais je fais des marchés de créateurs avec des impressions. Mais je sais qu'il y a de nombreux artistes comme moi qui font, bah, qui ont des boutiques en ligne et qui vendent leurs affiches.
Il y a de très nombreuses affiches. Il n'y a aucun sceau officiel. Il n'y a pas de certification comme quoi le studio a donné son accord pour que l'artiste puisse vendre, par exemple, je sais pas moi, une affiche de Jaws. Et voilà, il est libre de faire, je sais pas moi, des tirages de 10 000 exemplaires. Non, en fait, chacun fait ça, mais j'ai jamais eu de cas, en tout cas pas jusqu'à aujourd'hui, où on vient me dire, attention, vous avez sorti une affiche, vous n'avez pas le droit Hmm. d'utiliser ça, ou telle photo, ou telle chose. C'est D'accord, un même, truc. même le fait que ce soit payant, enfin même le fait que tu en vives, que tu le vendes, etc., ça les dérange pas. Bah, j'ai jamais eu de retour et j'ai jamais entendu un artiste se dire, bah, en fait, on est venu et on m'a cassé, on m'a demandé de retirer mon œuvre parce que je la vends ou parce que je l'ai montré. Non, Hmm. absolument jamais. Et il y avait quelqu'un en droit, parce que j'avais pu parler avec un avocat qui était spécialisé là-dedans, sur tout ce qui était question de droit. Et lui c'était avec un ami, il nous avait raconté que tant qu'on faisait pas une exploitation massive de ses œuvres, tout ce qu'on risquait, c'était une tape sur les doigts. En fait, qu'on vienne nous voir et qu'on nous dise, attention, c'est pas bien, il faut pas le faire, donc retirez ça. Et ça va être la première approche. Si un jour vous avez une approche, ça va être la première approche, c'est que vous allez vous prendre une tape sur les doigts. Tant que je ferai pas, voilà, 100 000 exemplaires de tirage voilà, là, je serai même pas là, quoi. Alors tu l'as évoqué tout à l'heure, je vais te poser la question justement sur le temps que tu mets pour faire tes visuels. Enfin, tu as dit que pendant un temps tu faisais un visuel par semaine. Est-ce que ça peut être plus long, plus rapide? Quels outils? Donc tu as parlé de Photoshop, est-ce que tu utilises d'autres outils? Et est-ce que tu as des influences graphiques majeures ou est-ce que vraiment tu te laisses porter par le thème, par le film, par l'œuvre, etc. Pour les logiciels, j'utilise à 90%, 95% Photoshop parce que c'est là-dessus que j'ai commencé. C'est très difficile d'aller autre part, même si j'aimerais beaucoup, parce que j'aime pas du tout la politique qu'on adopte depuis ces 4, 5 dernières années. Vraiment, ça me gonfle. Et j'aimerais bien partir, mais les habitudes en la vie dure, c'est compliqué de changer ses outils. C'est comme je vais changer de crayon, enfin, c'est horrible. Donc je reste en ce moment en tout cas sur Photoshop. Il y a aussi que je travaille en vidéo, donc moi je monte sur Premiere et je fais de l'animation sur After Effects. Donc si on me retirait en fait un des logiciels, comme tout fonctionne ou a certaines fonctionnalités pour que ça fonctionne ensemble, ça me va pas trop quoi. Donc je reste en tout cas pour l'instant sur Photoshop, un petit peu Illustrator et InDesign, je m'en sers pour d'autres choses, mais voilà, j'utilise principalement la suite Adobe. Ensuite, je ne sais plus. Qu'est-ce que Le c'était? temps que tu passes Ah, sur une ouais, œuvre. ça varie tellement. Je passe plus de temps quand je fais une affiche de film d'animation parce que pour je ne sais quelle raison, je ne peux pas faire de capture d'un film d'animation. En fait, je me sentirais mal de faire une affiche alternative d'un film d'animation et de récupérer des captures d'écran en fait et de faire du détourage et tout ça et de faire un montage avec directement des captures du film. Je me sentirais trop mal. Parce que Donc c'est ce que comme tu utilises pour les films, tu fais des captures d'écran ou tu utilises des photos du film, c'est ça? ouais, c'est D'accord. ça. Je viens faire vraiment une tambouille, c'est vraiment un gros collage en fait, faire du Hmm. mix média, mélanger plein de choses. Mais pour les films d'animation, je suis incapable de faire ça. Et c'est très perso. Donc du coup, bah, qu'est-ce que je fais? Je fais quand même un travail de capture, mais je viens tout redessiner au vecteur. Hmm. Donc je refais du dessin, mais après je viens appliquer de la texture, retravailler la matière et tout ça, comme d'habitude, comme sur les autres affiches. Mais ouais, pour les films d'animation, donc c'est beaucoup plus long en fait. Mais du coup, Mais ça ça donne, peut, ça crée un style qui t'est un peu propre. J'ai vu toute ta série, par exemple, sur les films de Ghibli. ouais. Ça crée, voilà, un visuel qui est assez particulier, effectivement, qui est Ouais. pas un copier-coller. Et c'est du Ghibli et en même temps, c'est du Gokaijo, quoi. Ouais, c'est ça. Donc, mais il y a deux versions un peu de mon travail pour les affiches enfin les films traditionnels et affiches animées, ça sera toujours un peu différent. Hmm. Tes influences au niveau graphique, est-ce qu'il y a des artistes, des œuvres qui restent en permanence dans ta tête, ou est-ce que c'est vraiment chaque œuvre va faire émerger une idée propre et des techniques comment dire un procédé spécifique à chaque fois?
vraiment avant tout l'œuvre qui me guide. Moi, je fonctionne toujours avec j'ai des carnets Moleskine. Et quand je regarde un film, s'il y a quelque chose qui va commencer à me parler euh, dans le film, dans ce qu'il raconte, ou quelque chose qui est une certaine iconographie, je vais prendre mon carnet, je vais commencer à noter des timecodes, à me noter, je sais pas, tel code couleur dans le film, il y a quelque chose qui ressort, donc, et puis je vais griffonner en fait une composition. Donc en fait, j'ai des carnets remplis de plein de petites compositions pour plein de films, donc je pourrais arrêter de regarder les films maintenant et pouvoir faire plein d'affiches, parce que j'en ai Mm. plein de prêtes finalement. Mais ouais, c'est vraiment ce qui me guide, c'est le film. Je vais pas, j'aime pas aller voir le travail, enfin c'est pas que j'aime pas aller voir le travail des autres, j'aime beaucoup regarder le travail des autres Mm. parce que j'aime énormément d'autres artistes qui font la même chose que moi. Et je pense que d'une certaine manière, je suis influencé aussi par certains artistes que j'aime beaucoup. Mais je vais pas essayer de chercher à copier un style. Déjà parce que je trouve que ça se fait pas. Et puis ça m'intéresse pas en fait. Parce que je veux aussi avant tout communiquer sur des choses qui sont personnelles. Moi, j'aime bien, je raconte toujours que j'aime raconter une histoire avec une affiche. Comme tu disais, l'affiche de film ou la cover, bah, c'est le premier contact qu'on a avec le film. Donc, si Mm. l'artiste derrière, il a rien à raconter et tout ce qu'il a à raconter, c'est mettre des têtes de personnages plus ou moins grosses avec un titre de film, bah, pour moi, ça raconte rien en fait, à part qu'il y a ces acteurs-là dans le film. Donc j'ai envie de raconter quelque chose au travers de l'ambiance, au travers de détails où tu te poses des questions, où il y a un décor, et puis, enfin, il y a toute une composition et ça raconte quelque chose. Moi, je veux raconter quelque chose en fait. Mm. Mais plus, en fait, quand j'ai des pertes d'inspiration, souvent c'est je m'arrête et j'ai un peu deux process. C'est soit je vais me replonger dans l'époque du film, mais pas forcément dans ses affiches ou tout ça. Plus si c'est un film des années 80, je vais regarder des choses des années 80 qui sont en lien peut-être avec le film. Je sais pas moi, des covers d'albums, des packaging d'objets, des choses comme ça. Je sais que je l'ai pas mal fait j'ai fait une série sur James Bond que je continue. Aller Ouais. me plonger, tu vois, sur c'était quoi en fait les boîtes d'accessoires, de trucs, parce que c'est aussi des influences de cette époque-là. Et j'ai une passion dévorante pour les affiches, les vieilles affiches japonaises. Mm. Et j'aime énormément ces affiches-là qui sont vraiment bah, très collage en fait. Et comme quand j'ai une panne, j'ai des livres, je prends un livre et je feuillette le livre, pas pour trouver une idée précise, mais pour me renourrir, pour que ça me rebooste en fait, remettre du jus quoi. Est-ce que tu es tenté parfois de d'aller vers le spoiler ou pas dans une affiche? Ah, alors j'ai pas de cas précis en tête, mais je sais que j'ai déjà eu ce cas de figure où est-ce que j'y vais, est-ce que je le dis, mais en fait si je le dis, je révèle tout dans la fiche. C'est peut-être pas intéressant et je pense que ça m'a freiné. Mais j'avais vraiment envie de développer un truc, mais je sais que tu vois, j'allais tout foirer, et j'ai pas non plus envie. J'ai envie que ça donne envie, j'ai pas envie de révéler. Ouais. Alors, j'ai un peu déjà la réponse à la question, étant donné le décor qui est derrière toi. Quel est ton rapport du coup à la vidéo physique et bien sûr au packaging? Quand est-ce que tu as commencé à collectionner? Pour toi, est-ce qu'il y a des éditions vraiment marquantes qui t'ont peut-être dirigé euh, vers cette activité en particulier? Alors moi, ça me vient parce qu'on avait des VHS à la maison et que moi, mon premier film, ça a été une cassette vidéo et que à 3 ans, j'allais déjà prendre des cassettes vidéo pour regarder les cassettes vidéo à la maison parce que, je sais pas, on me surveillait pas peut-être, mais je sais que je mettais des cassettes vidéo. Mais donc, il y avait déjà, il y avait peut-être pas déjà des covers parce que c'est beaucoup de choses enregistrées, mais en tout cas, à partir d'une certaine époque, j'allais au vidéoclub avec mon grand frère, donc qui a 10 ans de plus. Et là, le vidéoclub, c'était là en fait, c'était entouré de visuels et de contacts et où tu avais le film physiquement dans tes mains. Euh, encore plus près que quand t'allais au cinéma et que t'avais ces grandes affiches. Et j'étais aussi fasciné par ces grandes affiches. Mais là, le vidéoclub, bah voilà, le truc il est dans mes mains, quoi. Hmm. Et, euh, et c'était ça, en fait. Qu'est-ce qui me raconte? Parce que là, on a juste un temps donné, précis, pour choisir un film. Bah, il faut que la cover, elle raconte un truc tout de suite. Hmm.
Donc mes premiers amours, mes premiers contacts, c'était vraiment ça. Et ça, quand il n'y a plus eu de vidéoclub, c'était un peu, c'était pas un peu une tristesse. Mais après, quand il y a eu le début du DVD, bah pareil en fait. C'est mon frère qui a commencé à se mettre au DVD et moi j'étais en âge où je commençais à un peu avoir un, je commençais seulement à avoir un pouvoir d'achat, donc à pouvoir me payer quelque chose, quelques trucs. Donc je me suis payé certains DVD. Je crois que d'ailleurs mon tout premier DVD, je crois que je l'ai encore. C'est la vieille édition de Beetlejuice avec les boîtiers en carton. Je sais pas si tu Ouais, te souviens. Ouais, ouais. ouais, comment ils appelaient ça? Les slipcase, ou un truc comme ça, ouais. Ouais, c'est ça, Avec ouais. le rabat en En plastique. plastique et toute la Ouais. jaquette était en carton imprimé, ouais. Voilà. Donc je l'ai encore, celui-là, je le garde précieusement parce que c'est mon tout premier. Et donc j'avais une collection qui faisait juste, tu vois, une étagère et j'étais trop fier d'avoir cette petite. Et juste, même pas une étagère, mais c'était voilà, un truc collé au mur. J'avais une petite collection, j'étais trop heureux. Et puis j'ai continué en fait et je me suis jamais arrêté. Et quand le Blu-ray est arrivé, bah, c'était pour moi c'était la révélation alors que à côté de moi on me disait bon, je vois pas la différence et ça m'énervait en fait, pas la différence si vous êtes complètement dingue. Et donc j'ai renouvelé petit à petit, j'ai encore pas mal de DVD, mais c'est vrai que massivement, j'essaie de, quand j'aime un film, en fait, j'aime bien la voir physiquement. J'aime bien la voir aussi dans une édition qui est jolie, parce que j'aime l'objet. Mm. Mais c'est vrai que je recherche plus le film. Si je vais pas, par exemple, partir sur une édition étrangère parce que je préfère le visuel. Si elle est dispo en France et que l'édition est très bien, je m'achèterai quand même l'édition française, en fait. Tu travailles avec maintenant les éditeurs vidéo. Ouais. Est-ce que tu peux nous dire avec lesquels tu travailles en France? Est-ce que tu travailles aussi avec l'étranger? En France, je travaille avec Spectrum Film, je travaille avec Extra Lucid Film et je travaille avec Carlotta Film. Est-ce que j'en oublie? J'espère pas, parce que s'il voit la vidéo, il va faire oh, putain, il travaille avec tout et en fait, il nous cite même pas. Et je travaille à l'étranger avec Third Window Film, avec Eureka Entertainment. Et j'ai travaillé une fois avec Cult Film, Mm. qui travaille essentiellement sur du cinéma italien. C'est toujours l'éditeur qui vient vers toi, ou est-ce que ça peut t'arriver de proposer quelque chose, de dire tiens, si tu sortais le truc, moi j'ai vraiment très envie de te proposer quelque chose. C'est toujours l'éditeur qui vient. Donc ça, D'accord. voilà, c'est trop génial. Parce que c'est un gros plaisir. Alors j'aimerais bien en fait quand j'entends parler qu'un éditeur va sortir tel film, j'ai envie de taper un message pour dire moi, moi je veux le faire. Bon, ça se passe pas comme ça malheureusement. Mais c'est aussi intéressant quand un éditeur te contacte et te dit bah en fait on a pensé à toi pour tel cover et qu'est-ce que tu peux nous proposer là-dessus? Et en plus majoritairement bah, j'ai carte blanche avec les éditeurs. Et Mm. ça et puis c'est pas la carte blanche de certains clients que j'ai où on te dit ah ta carte blanche puis en fait tu fais quelque chose puis en fait quand tu le donnes mais je pensais pas à ça moi. Mais dans ce cas-là tu me donnes pas carte blanche. Non, là, c'est vraiment une vraie carte blanche et où tu proposes quelque chose de personnel. Alors, il est arrivé que il y ait certains couacs où vraiment, bah, ça matche pas et donc du coup, bah, tu retravailles une autre idée. Mais c'est très, tu vois, sur le nombre de covers, c'est extrêmement rare, ces cas-là. Parce que voilà, est-ce qu'ils peuvent avoir des consignes particulières, dire bon, on aimerait vraiment qu'il y ait cet élément en avant ou telle charte de couleur. Est-ce qu'il y a quand même de temps en temps un petit peu des guidelines qui vont avec la demande? Euh, oui, vraiment très très peu. Ça va Hmm. être là tu vois je suis en train de travailler sur une cover. Alors, je ne dirai pas quel film parce que ça n'a pas encore été annoncé par l'éditeur. Donc chut. Mais on m'a dit bah voilà t'as deux covers à faire mais bah pour celle-ci ta carte blanche mais on aimerait quand même qu'il y ait les deux Ah. acteurs principaux, qui apparaissent bien sur le visuel. Et vu les acteurs, oui, je me voyais pas faire autrement et j'allais de toute façon les mettre, mais voilà. Et sinon, c'est pas trop, tu vois, code couleur, on me donne pas. Je reste vraiment, vraiment libre. Je sais qu'il y a eu deux fois, ouais, deux cas où ça a été vraiment, là, pour le coup, très fort et où la vision que moi j'avais, c'était pas du tout la vision que l'éditeur avait et où là, Hmm. ça.
ça crée pas une tension, mais c'est forcément pas agréable en fait, parce que bah, moi j'ai tout le travail derrière et eux ils ont aussi leur film à sortir, quoi. Est-ce que ça peut arriver que qu'un éditeur ait repéré un visuel que tu aies fait perso, entre guillemets, et te dire, bah tiens, j'aimerais bien le récupérer pour une édition. Oui. Et Ouais, c'est d'ailleurs comme ça que Eureka m'a contacté. d'accord. Donc Eureka en Angleterre, il y a quelques années, qui me contactent directement. Ils me disent que on a vu ton édition pour Full Alert chez Spectrum Film. Et nous, on adorerait te demander en fait des covers. Et on voudrait t'en demander trois. Waouh! Un nouvel éditeur qui arrive. Eureka, qui est un sacré éditeur en plus. Ouais. Et on t'en propose trois, PTU, Wild Search et Full Alert. Mais Full Alert, on aime bien ton visuel, donc du coup, on aimerait bien l'exploiter. Ouais, et là, bah, c'était un peu, bah, qu'est-ce que je fais en fait? Parce que moi, je l'ai déjà fait, mais je l'ai déjà fait pour Spectrum. Ouais. Enfin, le visuel, il m'appartient plus en fait. J'ai Hmm. pas le droit. Donc j'ai contacté Spectrum pour leur expliquer le cas et ils m'ont dit, bah non, en fait, le visuel, il appartient à l'édition française. Donc je suis Hmm. revenu vers Eureka, je leur ai expliqué, ils m'ont dit, bah, nous on comprend très bien, il n'y a aucun problème. Et je leur ai dit, bah si vous voulez, moi je vous propose quelque chose de complètement différent. Et donc j'ai fait deux covers. Celle de Full Alert, en France c'est moi, et en Angleterre c'est moi aussi. Les deux sont complètement différentes. Bah, j'imagine que tu connais pas forcément les œuvres à l'avance un éditeur vient avec une commande. Il y a des films que tu connais forcément déjà et puis d'autres que tu connais pas du tout. Tu préfères d'abord voir l'œuvre avant d'accepter le boulot ou est-ce que tu acceptes de toute façon et puis tu vois le film et puis tu prépares ta cover? Ouais, ouais, j'accepte. C'est en fait, Ouais. même si je connais pas le film, même si le film ça a l'air d'être un gros nanar, parce que ça arrivait aussi, allons-y. Qu'est-ce que je peux faire d'intéressant en fait, même si le film, bah, perso, je le trouve pas intéressant. Comment je peux rendre quelque chose graphiquement intéressant d'un film, voilà, qui est un peu creux. Des fois, c'est même un peu très dur parce que vraiment le film ne m'a pas plu du tout, quoi. Ou au niveau iconographie du film, bah, c'est hyper pauvre, tu vois. Tu as que des champs contre champs et des plans tout moches et tu fais waouh, qu'est-ce que ça me raconte, moi. C'est dur, quoi. Donc ouais, il y a eu des cas, il y a eu des cas très durs. Mais globalement, j'aime voir le film. Mais il y a Hmm. eu, alors c'est très très rare, mais il y a eu aussi des cas où bah, l'éditeur il a pas encore le film, Ah. mais il doit communiquer dessus. Donc bah, tout ce qu'il a, c'est quelques photos d'exploitation et rien d'autre. Donc Hmm. bah, mais nous on doit sortir un visuel parce qu'on doit annoncer. Et donc bah, tu fais comme tu peux. Donc je vais voir des bandes annonces, tu vois, je vais essayer de récupérer toutes les bandes annonces que je peux sur le net, je vais lire des résumés. C'est là où je m'intéresse à tout ce qu'il y a autour du film, Hmm. mais pour que ça parle quand même. Donc ces travaux-là, c'est quand même un peu plus graphique. J'essaye plus de me faire plaisir graphiquement plutôt qu'à raconter quelque chose. Est-ce que tu peux nous dire combien ça coûte en fait une œuvre originale euh, pour qu'on ait un peu une idée de l'impact de cet élément-là, par exemple, dans une édition collector, dans une édition limitée ou dans une édition qui est demandée, enfin commandée par un éditeur. Quelles sont les fourchettes de tarifs et puis j'imagine que ça doit varier aussi en fonction de si on te demande juste le facing ou si on te fait habiller tout un digipack, etc. Ouais, oui, ça change, ouais. Est-ce qu'on révèle les prix? Je sais pas, moi. Les Une gens vont dire fourchette. quoi? C'est tout? Non. Pour avoir discuté avec d'autres artistes qui font des covers de comic books, je sais qu'on est payé un peu plus. Donc, voilà. C'est pour te dire à quel point ils sont très mal payés quand ils font des covers de comics. Une cover, ça va varier entre 350 euros et ça peut aller jusqu'à 1000 euros. Ça dépend principalement de l'éditeur. Et ça dépend aussi, tu vois, c'est la puissance économique de l'éditeur derrière. Bah, plus l'éditeur il sera gros, plus il va te proposer un budget en conséquence. Ça changera, en tout cas perso, ça change jamais rien à ma méthode de travail. C'est pas Hmm. parce que l'éditeur il a la fourchette très basse que je vais me dire bah il a moins d'argent donc je vais passer moins de temps dessus.
Non, si le Hmm. film il me plaît et que bah, c'est quand même un bel objet, un visuel, bah non, en fait, je vais passer autant de temps Hmm. et je vais faire la même chose. C'est pas énorme justement parce que tu passes combien d'heures quand même? Est-ce que tu as une moyenne quand même de nombre d'heures que tu vas passer sur une affiche, sur une Alors, cover? c'est assez compliqué parce que j'aime pas me m'enfermer en fait et me dire bah, j'ai tel travail à faire, donc il faut que je Ouais. fasse que ça et tant que j'ai pas terminé, euh, j'arrête pas en fait. Hmm. J'ai toujours, absolument toujours, en fait, plusieurs travaux alors soit chez d'autres éditeurs, tu vois, en même temps, soit j'ai des travaux aussi de mon activité à côté, donc soit je fais du montage. Donc c'est souvent, en fait, j'oscille entre, je fais un peu de montage le matin, je fais des covers l'après-midi, tu vois, je réponds aux mails, je fais de l'administratif, et je fais un peu ça pour pas m'ennuyer, en fait, aussi Hmm. et faire aussi du travail perso. Je pense que regrouper, ça peut me prendre des visuels qui pourraient être assez simples, ça va me prendre peut-être une journée. Et là, du coup, t'as gagné ta journée. Si t'as réussi à faire un film dans une journée et que tout roule et que, en fait, quand t'as vu le film, bah, l'idée, l'exécution, elle va super vite, bah, ça c'est top. Et tu te dis, bah ok, même si je suis fourchette basse, bah c'est cool en fait, c'est pas mal. Par contre, bah, quand ça te prend 4 jours, 5 jours, ouais, ça commence un peu à... c'est pas génial. Tu estimes ton portfolio à combien d'œuvres aujourd'hui? Euh, je crois que j'ai... Alors, si on compte cover et affiche, je crois que je m'approche plus des 380 ou 390 Hmm. affiches. Affiches cover, ouais. Et donc tu vends aussi en print tes œuvres perso au-delà du travail de cover? Alors, je fonctionne à la demande. Donc, si quelqu'un est intéressé par, je sais pas moi, une affiche alternative que j'ai faite et qui veut un tirage, ben, je vais lui donner les coûts et s'il est OK, eh ben, on s'arrange, je lui fais une facture et puis après, je les fais imprimer. Moi, je travaille avec deux imprimeurs là où je travaille, où je vis à Reims. Et puis, je m'occupe bah, de l'impression et de l'envoi. Et j'aime beaucoup faire des marchés de créateurs. Donc là, pareil, là où je vis, il y a notamment un festival d'art graphique aussi à Reims, donc c'est cool. Et où bah, je fais plein de prints en fait sur du très beau papier de mes affiches. Enfin, pas toutes mes affiches, mais certaines de mes affiches. Et donc tu viens, comme pour les vinyles, tu viens fouiller en fait dans des tas d'affiches et trouver l'affiche qui te plaît. Avec des offres, j'ai une machine à gâchapon, tu vois. Enfin, j'ai plein de petits trucs. Ça, c'est devenu depuis 2 ans une partie de mon métier que j'aime beaucoup. Mais c'est d'avoir cette relation directement avec les gens qui regardent les affiches, avec qui j'ai une conversation tout de suite sur le cinéma et tout ça. Donc ça, c'est extra. Par curiosité, est-ce qu'il y a une œuvre à laquelle t'as pas encore osé t'attaquer? T'as parlé de ton petit carnet. Ouais. Est-ce qu'il y a une affiche et une cover qui te fait peur, quoi, où tu te dis, ah, celle-là, quand je vais l'attaquer, ça va être quelque chose. Oui. C'est plus une affiche. En fait, j'aimerais beaucoup que ce soit une cover et qu'un éditeur me contacte pour faire ça. Euh, c'est forcément dans mes films favoris, mais il y a deux covers qui me font un peu, enfin deux affiches alternatives qui me font un peu flipper d'aborder, même si je les ai déjà faites, mais il y a très longtemps, et j'en suis pas content du tout, parce que c'était dans mes premières affiches, et donc c'était aussi un travail vraiment un exercice, donc j'y mettais pas la même chose. Euh, mais j'aimerais vraiment refaire l'affiche de The Thing de Carpenter, qui est un de mes films favoris, parce que Carpenter, c'est mon réalisateur chouchou. Et, euh, et l'affiche de L'Exorciste aussi, que j'aimerais énormément refaire. En plus, enfin, l'affiche de The Thing et l'affiche de L'Exorciste, c'est aussi deux affiches qui sont parfaites, les affiches officielles. C'est des affiches qui racontent plein de choses sans rien dévoiler des films. C'est des images qu'on ne voit pas dans le film. Enfin, c'est des affiches que je trouve vraiment formidables, en fait. Et me dire, bah, apporte ta propre patte là-dessus. Qu'est-ce que tu peux apporter de plus? En fait, faut pas que je me pose ces questions-là. Faudrait que je me lance. Et j'ai même, tu vois, pour ces deux affiches, alors peut-être pour l'exorciste, j'avais griffonné un truc, mais je suis même pas sûr. Donc j'aimerais bien revoir, parce il est ressorti il y a quoi, il y a 2 ans en 4K. Hmm. J'aimerais bien, je l'ai acheté, je l'ai toujours pas regardé. Donc j'aimerais bien le revoir dans cette édition-là pour peut-être
voilà, me remotiver à quelque chose. Mais c'est deux affiches que j'aimerais bien refaire et avec mon style de maintenant. Qu'est-ce qui se mijote en ce moment? Quels sont les projets actuels pour lesquels tu as le droit de, de parler? Ah ouais, alors, waouh, qu'est-ce que j'ai le droit? Sachant que les choses sur lesquelles je travaille actuellement, les éditeurs n'ont rien dit. D'accord. Donc je peux pas les révéler. Alors, je sais juste que je travaille pour et Spectrum Film donc là j'ai deux commandes de Spectrum Film pour deux covers. Je pense qu'ils seront réunis comme ils font d'habitude en fait, qu'ils seront réunis dans un seul disque. Là je viens d'en terminer un pour le premier coffret Milky Way. Je sais pas si tu as vu passer. Ouais. Et d'ailleurs, voilà, pour ceux qui peut-être qui savent pas, mais j'aimerais bien qu'on pose la question parce que je l'ai pas encore vu passer dans les commentaires et tout ça, mais pourquoi ce design en fait de coffret Milky Way avec toutes ces barres Hmm. grises et bleues? Je sais pas, est-ce que tu sais pourquoi? Non, non, je l'ai vu Non. passer effectivement, mais j'ai pas la ref. Et en fait, quand j'en ai parlé avec Antoine de Spectrum Film, et où il m'a dit, bah en fait, on va sortir deux films sur une collection après qui ça va être vraiment la collection Milky Way. Et donc on discutait là-dessus, et on discutait des coffrets qui réunissent souvent des films et de trouver un visuel. Et lui, il aime pas du tout, et moi non plus, les types de coffrets qui font un peu coffret de Noël à la Fnac. Ouais, avec les deux Bah, visuels l'un au-dessus de l'autre. voilà, ce genre de choses que je trouve hideux. Et je sais qu'on avait déjà eu ce type de conversation quand il a sorti son coffret 15 ans. Hmm. Euh, et il voulait pas, voilà, mettre les trois bandeaux. Alors, moi, si je trouve pas ça attirant, enfin, ça m'intéresse pas. Donc il me dit, voilà, ça va être sur des films de la Milky Way. Et en plus, lui, il a un rapport très particulier avec la Milky Way, parce que je sais pas s'il l'a déjà raconté une fois, mais en fait, le logo Spectrum Film, il est lié à un tournage qu'il a participé de la Milky Way. Hmm. Et on fait des recherches, et je lui dis, mais le bâtiment de la Milky Way, est-ce qu'il a changé dans le temps? Il me fait, bah non, en fait, ça a toujours été le même. Donc, il est situé à, à Kowloon, à Hong Kong, si je me trompe pas. Et donc je vais voir sur Google Maps et effectivement ce bâtiment il a plein de bandes grises, blanches et bleues Hmm. sur tout le building. Et je lui ai proposé bah, si tu veux en fait le boîtier, bah, en fait je reprends en fait ce motif, je recrée le motif et ça va faire le design en fait pour le coffret Milky Way parce que bah, c'est là où sont faits les films quoi. Est-ce que ça serait quelque chose qui te plairait d'avoir ton visuel en poster dans dans l'édition? Ouais, ça serait génial. Ça, ce serait très cool. Il y a eu pour Musashi, la légende de Musashi, chez Carlotta. Je sais qu'ils avaient, comme le film, il est aussi ressorti au cinéma, il y a eu des tirages en fait de l'affiche, et je sais que l'affiche, ils la vendaient sur leur boutique. Mais dans l'édition, t'avais pas le poster. Et est-ce que là tu parles donc de Milky Way, du coup c'est un peu une collection qui va démarrer. Parce que oui, ouais. Ouais. Donc c'est quelque chose que tu vas peut-être devoir décliner, que tu vas accompagner. Moi, c'est ce que je lui ai en tout cas proposé là avec ce premier design de coffret. Donc, quand tu prends le boîtier dedans, tu auras toujours cette cover que tu flippes en fonction du film que tu veux mettre en avant. Et tu as ce côté déchiré, comme si tu déchirais le bâtiment en fait, et où tu as un rappel de chaque film en fait derrière. Et je lui ai expliqué à Antoine à Spectrum Film que bah, en fait c'était très facilement déclinable en fait ce type de visuel parce que bah, à la limite, on peut changer la couleur du logo, garder une continuité et Hmm. toujours changer bah, cette déchirure avec ces éléments à mettre en avant. Juste avoir ton avis sur cette chose-là, du coup de la continuité des collections. Les collectionneurs parfois s'arrachent les cheveux. D'ailleurs, voilà. C'est pour ça. C'est pour ça. Sur la continuité des collections, Oui. notamment chez les gros éditeurs, les logos qui bougent, la typo qui change, le truc, etc. Comment se fait-il que dans ce genre de service, de com, de graphiste, etc., ils disent pas
Mais enfin, il faut qu'on ait une continuité. Il faut. Qu'est-ce qui peut faire que ça dérape et que chacun. Est-ce que c'est un stagiaire qui arrive et dit non, moi j'ai envie de faire comme ça? Qu'est-ce qui se passe avec ça? Alors, je pense pas que ce soit un stagiaire. Mon idée, c'est que moi, je m'occupe quand je travaille sur une cover, je travaille sur le visuel. Je laisse du débord. Pour certains éditeurs, je travaille aussi sur étirer de la matière pour que bah, quand tu prends, là j'en ai un à côté, mais quand tu prends le dos, bah, le dos il continue aussi. Hmm, Euh, et que du coup, bah, voilà, l'habillage fait tout. Mais c'est pas à moi normalement de venir faire la totalité de l'habillage. hmm, Si c'était moi qui gérais la totalité des habillages de tout, je veillerais à avoir une continuité parce que peut-être je suis maniaque là-dessus. Et comme j'aime aussi, bah, j'aimerais bien que quand les films soient côte à côte, bah, le logo il soit toujours à la même place en haut et que t'as pas, bah, à un moment il a 1 centimètre, puis à un moment il a 1,5 centimètre, puis après ça réduit. Ça me, c'est pas que ça me fait enrager, mais en tant que graphiste, je me dis, mais non, c'est pas possible que ça bouge. Tu vois, c'est arrêter de bouger les logos, c'est la même chose. Mais il y a aussi quelque chose à prendre en compte et que les gens peut-être savent pas, c'est que bah, des fois, certaines boîtes ne travaillent pas avec les mêmes personnes, que tu vas avoir, ils travaillent aussi avec des graphistes peut-être différents et hmm. que tous les habillages de logo, alors moi, à part pour Spectrum, quand je m'occupe de faire les coffrets, et ou quand c'est un coffret, je m'occupe du coffret vraiment de A à Z, même sur le derrière, sur le digipack, sur le placement des logos, tout. Donc souvent, ce que j'ai fait, en fait, pour les logos, pour les coffrets que j'ai déjà fait pour Spectrum, je viens récupérer leur édition d'avant, et je fais en sorte d'avoir le même espacement pour qu'il y ait une continuité. Et après, il y a aussi, donc ça c'est en fonction des graphistes qui mettent les logos et que si c'est pas les mêmes graphistes ou qui travaillent pas de la même manière ou si ils ont pas récupéré les gabarits et donc ils les refont et ils font peut-être pas attention. Donc là, il peut y avoir des différences. Et il peut aussi y avoir des différences chez les presseurs, enfin vraiment ceux qui s'occupent de faire les impressions. Et où bah, t'as forcément des espèces de micro-décalages, comme quand t'édites du livre ou du magazine. Bah, en fait, tu vas avoir des décalages qui vont être de 1, 2 millimètres. Et puis bah, des fois, sur une série de, tu vois, 1000, en fait, tu vas avoir ces trucs qui vont bouger comme ça. Et puis bah, d'une édition à l'autre, ça va pas être hyper précis. Donc Hmm. ça, plus ça, bazar. D'accord. Bon, ça explique que ça puisse bouger. Il faudrait Oh, quelqu'un en fait dédié, je pense dans toutes ces boîtes, dédié à une espèce de truc de produit fini et pour harmoniser le tout. Mais ça, c'est de la direction artistique en fait. C'est quelque chose que j'aime beaucoup et où je suis très sensible. Mais c'est que quelqu'un chapeaute un petit peu le tout et se dise bon, ok, on sort toutes ces éditions là, mais il faut qu'il y ait cette continuité pour que notre collection elle fonctionne et qu'elle fonctionne de manière précise et chouette. que ce soit en tant que designer ou en tant que consommateur, est-ce qu'il y a des packaging qui ont ta préférence en termes de visuel? Et est-ce que tu t'es déjà amusé à imaginer le traitement d'un de tes visuels avec des vernis sélectifs ou dans une version steelbook avec des embossages, etc. Est-ce que c'est quelque chose qui te plairait de travailler là-dessus? Alors moi j'aime beaucoup les digipacks depuis très longtemps. Je trouve ça beau de sortir quelque chose et d'avoir du coup d'avoir un très grand visuel derrière, enfin quand tu ouvres le digipack intérieur. Ça c'est quelque chose voilà, que j'aime énormément. Et d'ailleurs ça me fait penser, mais je crois un des visuels que j'ai toujours adoré, il est à portée de main, mais c'est celui-là. Mhm. Et ça, j'adore. Forcément, ça me parle. Mais je trouvais ça trop malin d'avoir fait ça. Et même à la fin, enfin, à l'intérieur, c'était aussi un digipack. Et c'était vraiment, vraiment très chouette. Ils avaient fait vraiment du beau boulot là-dessus. Et je trouve que ça s'est un peu perdu d'avoir des jolis boîtiers et des approches un peu plus originales. Alors, ce qui me plaît, c'est que maintenant, on fait plus appel à des artistes pour avoir des visions différentes. Et ça, je trouve ça vraiment très cool. Mais le fait d'avoir des bels objets et où on sent que derrière, il y a un petit peu d'argent à investir pour ces objets-là, parce que ça se vendait aussi beaucoup plus, en fait, en plus grande quantité. C'est quelque chose qui manque, quoi. Mais voilà,
les parties du milieu. Mais j'ai pas encore pensé à du vernis sélectif ou ce genre de choses. Ce que je souhaitais, je sais plus avec quel éditeur c'était, euh, mais j'aurais voulu en fait que ça soit vraiment déchiré ou découpé et que ça révèle. J'avais notamment parlé avec Eureka pour la sortie de Midnight, là, cette cover-là, que j'ai faite. Alors, il y a deux petits points blancs, mais comme elle est hyper rouge, un truc qui aurait été cool, et je leur avais proposé aussi pour les coups, c'était que qu'il y ait un espèce de surfourreau au-dessus, Mm. rouge, pour que juste la teinte rouge, en fait, voilà, s'enlève. Et ils étaient un peu, il était carrément séduit, sauf que bah, je pense qu'il a été moins séduit par les, par les coups que ça entraîne. Super, ouais, pour faire du découpage. J'aime bien aussi, j'aimerais bien faire du découpage dans le fourreau pour que quand tu enlèves, ça soit pas juste dans le design, mais que ça soit vraiment physiquement là, en fait. Il y a des imprimeurs hein, qui te permettent de. C'est à toi en fait de faire ta découpe et ensuite ça part en Ouais. découpe. Sauf que si la Mm. découpe elle est complexe, bah en fait Ouais. le prix pour eux, je pense que ça décuple tout. Donc t'as un bel objet après, mais est-ce que eux ils s'y retrouvent en tant qu'éditeur, est-ce qu'ils s'y retrouvent financièrement Mm. juste pour un petit détail, tu vois, où tu vas te faire juste l'effet waouh et puis après c'est fini. Pas trop. Et après, pour tout ce qui est steelbook, moi j'aime, en tant que consommateur, j'aime pas les steelbooks. Ça me gonfle. Mm. Surtout ce truc autour, là, papier, qui se met pas dedans, qui se plie, enfin, que t'es obligé de plier. Ah, ça m'énerve. Parfois, il y Ouais. a ouais, ça peut être sur un fourreau. C'est plus intelligent déjà. Oui, c'est tout de suite. Et en plus, ça protège le Bah boîtier. ouais, en plus, ouais. Ouais. Pour les éditeurs, si vous nous écoutez, vous nous regardez, Certains l'ont pensez-y. fait. Il y a toute la série Mondo, notamment, de Steelbook, qui est vraiment très réussi. Donc, du coup, qui fait appel à des graphistes Ouais. avec des visuels alternatifs. Et ils sont tous entourés d'un... Alors là, ils ont vraiment tout mis dessus, quoi. Il y a le Steelbook avec son visuel. Et en plus, il y a des éléments qui sont réimprimés sur un fourreau en plastique transparent, donc avec des effets métallisés, etc. Donc, là, c'est le... Mais bon, Ah, le c'est... prix, Ouais, tu le sens aussi. Bah, tu vois, ouais, le prix est pas le même. pour, je pense à des éditeurs qui ont moins de force financière derrière. Bah, c'est un truc, ça serait, je pense, délirant, quoi. Pour eux, pas possible. Un film de niche hongkongais, tu vois, tu vas peut-être éviter de te faire un steelbook avec du vernis sélectif et des trucs comme ça, même si ça serait super intéressant. Ouais, du coup, il y a toujours ce rapport, qu'est-ce qu'on a investi, qu'est-ce qu'on va gagner, et puis Oui. d'unités on fabrique aussi, parce que c'est une histoire d'échelle. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais. Et Mm. puis pour eux, c'est des vrais, enfin c'est des vrais coûts, les coûts de produire un film. En fait, il est gros, quoi. Bah, Alors c'est ça nous, qu'on essaye d'éclaircir un petit peu avec ces vidéos et ouais, de faire c'est cool. comprendre au grand public que c'est oui quand le produit arrive avec tel ou tel prix dans le magasin, c'est pas pour rien et d'arrêter de penser que il se sucre, il s'engraisse sur le dos des consommateurs. Ça fait un peu alors que des énormes studios s'engraissent alors qu'ils ont ils ont les droits du film parce que c'est le studio qui édite. Bah ouais, là oui, là il y a un peu d'abus, mais quand c'est des éditeurs indépendants qui font des très jolies éditions, bah, faut imaginer que déjà il y a l'acquisition des droits, il y a tout le travail d'autoring. En plus, qui est souvent bien fait parce que les éditeurs c'est aussi des amoureux du cinéma, donc Ouais. il y a il y a vraiment un travail plus artisanal en fait. Et bah, tout ça, ça a forcément un coût quoi. Quand je vois les Mm. gens râler moi dans les commentaires, même si des fois c'est pas que je suis d'accord avec certains commentaires, mais faut aussi remettre les choses dans une réalité. Et la réalité, c'est que il y a énormément d'argent en jeu et que bah sans eux, bah, il y aurait même pas, ils auraient même pas ce film-là dans les mains, Mm. dans une Mm. très belle copie et avec tout ce travail effectué. Merci Grégory, Merci à toi. c'était très sympa de découvrir ton univers et puis on aura plaisir à découvrir tes nouveaux projets. Donc voilà, j'invite les collectionneurs à retourner les jaquettes, à vérifier s'il y a le petit logo Il y a Gokaiju marqué des fois et il n'y a de pas se mon rappeler de logo. cette interview.
Merci, à bientôt. Ciao!